Merci de choisir la 7 TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, la commission ad hoc de l'Assemblée nationale chargée d'examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Salimata Diop a rendu ses conclusions ce vendredi à une large majorité. La commission recommande à la séance plénière de lever l'immunité des anciens ministres, ouvrant ainsi la voie à une enquête judiciaire sur les présomptions de détournement de deniers publics dans la gestion des fonds alloués à la lutte contre la Covid-19. Et puis, situation de la presse, le classement mondial 2025 de RSF publié ce vendredi place le Sénégal à la 74e position sur 180 pays, une progression notable de 20 places par rapport à sa 94e position en 2024 dans cette édition. Néanmoins, l'organisation note que la liberté de la presse recule de manière préoccupante dans le pays africain. La succession au pape François, le conclave démarre dans 5 jours, mais aujourd'hui, le Vatican a déjà installé sur le toit de la chapelle Sixtine la fameuse cheminée qui émettra l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. À l'Assemblée nationale, donc, pour commencer, la levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop, député maire de Louga, a été actée ce vendredi par l'Assemblée nationale. Cette décision fait suite à une demande formulée par le ministre de la Justice via une correspondance du procureur général près la Cour d'appel de Dakar. Sur les 124 députés présents, 116 ont voté en faveur de la levée de l'immunité parlementaire de l'ancien ministre du Développement industriel. 8 ont voté contre et aucune abstention n'a été enregistré. Comme Moustapha Diop, Ndeye Saly Diop Dieng perd aussi son immunité parlementaire. L'Assemblée a également voté en faveur de la levée de l'immunité de l'ancienne ministre de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants à la suite d'une saisine du ministre de la Justice via le procureur général près la Cour d'appel de Dakar. Sur 165 députés, 132 ont pris part au vote, dans 18 par délégation. Au final, 118 ont voté pour, 14 contre et aucune abstention. L'Assemblée a donc adopté la résolution de la commission ad hoc permettant à la justice de poursuivre la procédure. Et lors de l'examen de la levée de son immunité parlementaire à l'Assemblée nationale, Moustapha Diop s'est défendu contre les accusations liées à sa gestion des fonds Covid-19. Il a contesté les conclusions de la commission ad hoc, affirmant à chaque fois c'est tout simplement des allégations. Chaque jour, on voit ce genre de choses. Je pense que pour convoquer quelqu'un, il faut être sûr des accusations. Je suis un ministre de la République. Je ne suis ni administrateur, ni ordonnateur des dépenses, encore moins un responsable de programme. Pourquoi me poursuivre? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel est le problème? C'était la même chose dans l'affaire Tabaski Ngom. Nous revoilà encore aujourd'hui. Où sont ceux-là qui ont pris 300, 500 millions, milliards? Pourquoi on fait une sélection aujourd'hui de 4 ministres? Où sont les autres? Pourquoi c'est mon immunité parlementaire qui doit être levée? Je ne suis pas du tout d'accord. L'ancien ministre Ndeye Saly Diop Dieng également a eu droit à la parole dans sa défense. L'actuel député soupçonné d'enrichissement illicite portant sur 44 millions de francs CFA parle d'accusations fallacieuses et d'affaires politiques. Elle affirme n'être ni complice ni témoin de détournement. Les chiffres obécoés, 57 millions 62 000 francs CFA. Après rectification des erreurs de calcul, élimination des doublons, s'élève en réalité à 44 813 700 francs CFA. Face à cette assemblée, je déclare solennellement, je n'ai été ni complice, ni témoin, ni citoyen passif d'un quelconque enrichissement illicite. Ma vie est un livre ouvert. Mon patrimoine connu, mon engagement constant. Les faits sont indiscutables. Chers collègues, rappelons les faits. En ma qualité de ministre et conformément aux orientations du Conseil des ministres du 2 avril 2020, j'ai défini une stratégie humanitaire urgente pour les enfants en situation de rue, mis en place un comité d'experts pour garantir la transparence des dépenses, veiller scrupuleusement à l'application des directives présidentielles. Le résultat, 5 089 enfants retirés de la rue, protégés, nourris et rendus à leur chaleur de leur famille.
À l'issue de la séance, le président de l'Assemblée nationale a annoncé la prochaine plénière. Ce sera pour le 10 mai et portera sur l'examen des projets de résolution de mise en accusation devant la Haute Cour de justice d'anciens ministres, principalement Moustapha Diop, Mansour Faye, Aïssatou, Sophie Gladima, Ismaïla Madior Fall et Salimata Diop. Pendant ce temps, les manifestations de soutien à Farba Ngom se multiplient au sein de l'APR. Ce jeudi, ses amis et sympathisants ont tenu un rassemblement pour exiger sa libération. Ils ont dénoncé une détention arbitraire. Selon eux, le député maire des Agnam est victime d'un règlement de compte politique. Amis et sympathisants de Farba Ngom continuent de manifester leur soutien au député maire de Agnam, emprisonné depuis 2 mois. Lors de rassemblement, ils ont encore une fois dénoncé une détention arbitraire. Farba Ngom est un père de famille. Farba Ngom est un élément de l'APR. Au-delà de l'APR, Farba Ngom est beaucoup membre fondateur de l'APR. Il n'est pas un élément bouille d'orni rectitem. Farba Ngom est maire d'une ville, ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas n'importe quel maire. Farba Ngom est un président Macky Sall. Farba Ngom est un Benno Bokk Yakaar. Kon Farba Ngom buñ ko jappé ñun ñëpp dañ ñoo japp. Un emprisonnement injuste aux allures d'un règlement de compte déclaré par le régime en place. Nous tenons à témoin que l'acharnement est manifeste et la volonté d'effacer Farba Ngom par le régime est très claire. Nous demandons à tous les amis, sympathisants et à tous les Sénégalais de rester vigilants et alertes sur cette injustice dont est victime l'honorable député Farba Ngom. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, selon les partisans de Farba Ngom, c'est l'arrestation des membres de sa famille, dont son frère. Son frère Demba Ngom, commerçant résident à l'étranger depuis 30 ans, est injustement interpellé et poursuivi du délit de blanchiment, alors que nul ne lui connaît une relation d'affaires ni avec son frère, ni avec l'ancien régime. Le rassemblement des amis et sympathisants de Farba Ngom exige sa libération dans les plus brefs délais, car jusque-là, aucune preuve de détournement n'a été trouvée, ont-ils assuré. Et puis, liberté de la presse, selon le rapport de la RSF, le Sénégal connaît un avancement. Le pays se positionne désormais à la 74e place, soit une progression de 20 places par rapport à 2024, où il figurait à la 94e position. Lors du lancement par le Bureau Afrique subsaharienne de RSF, une attention particulière a été accordée au cas du Sénégal, de la Guinée, de la RDC et des pays du Sahel. Dans cette édition, l'organisation note que la liberté de la presse recule de manière préoccupante dans de nombreux pays africains, en particulier dans leurs dimensions économiques. RSF relève alors que la transparence des aides étatiques est au cœur des réformes en cours, non sans contestation de la profession, et pointe aussi des contrôles fiscaux intensifiés ainsi que les suspensions de conventions publicitaires avec des entités publiques qui participent à fragiliser l'équilibre financier des organes de presse. Retour sur la journée d'hier, à l'occasion de la fête du travail, les principales centrales syndicales du Sénégal ont été reçues au palais par le président de la République. Lors de cette rencontre, les syndicats ont donc présenté leur traditionnel cahier de doléances. C'est dans la salle du banquet du palais de la République que s'est tenue la première grande rencontre entre le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et les centrales syndicales du pays. Un 1er mai hautement symbolique, marqué par la remise des cahiers de doléances et la présentation du pacte de stabilité sociale, fruit de plusieurs semaines de concertation. Nous lançons un appel aujourd'hui, un appel à une rupture audacieuse, à une vision inspirante et à une ambition partagée, portée par la conviction que la presse, pilier de notre démocratie, doit devenir un acteur clé de sa souveraineté nationale. L'attente que je voudrais exprimer, Excellence, c'est qu'avec votre magistère, nous avons grand espoir que cette tendance de revendication de restitution va être renversée pour qu'enfin le mouvement syndical se consacre à des revendications de conquête. C'est là qu'ils font le progrès social. Pour Yvette Keïta de l'UNSAS, les doléances déposées traduisent les difficultés quotidiennes des travailleurs et elle réclame un nouveau pacte social. Un nouveau contrat social en faveur des travailleurs, une éducation de qualité, une fiscalité équitable, des services publics de qualité et abordables, la paix et la solidarité, ainsi qu'une transition juste ne sont pas des revendications radicales.
Même tonalité chez Mody Guiro de la CNTS qui insiste sur la nécessité de préserver les entreprises en difficulté et de soutenir la presse. Nous espérons que ce 1er mai marquera un tournant décisif dans la construction de consensus forts entre les partenaires sociaux. Nous vous encourageons à poursuivre le dialogue et la concertation avec tous les segments de la société, y compris le secteur de la presse, qui est un pilier de la consolidation de notre démocratie. Face à ces doléances, le président de la République s'est voulu rassurant. Les attentes que vous avez formulées ne sont pas de simples professions de foi. J'ai la conviction qu'elles constituent l'expression sincère de vos aspirations légitimes. J'engage le gouvernement au respect strict des accords et engagements pris dans le cadre de ce nouveau pacte. Le chef de l'État a annoncé une réforme du Code du travail et du Code de sécurité sociale pour renforcer l'administration du travail. La cérémonie s'est achevée par la présentation du pacte de stabilité sociale par le ministre du Travail en présence des syndicats et du patronat. Une volonté affirmée de bâtir un nouveau contrat social entre l'État, les travailleurs et les entreprises. Et le SYNPICS, par la voix de son nouveau secrétaire général, Moustapha Cissé, a interpellé le chef de l'État sur l'arrêté ministériel suspendant les activités de plus de 350 médias. Il lui demande de surseoir à cette décision, estimant qu'un tel geste permettrait de sauver des emplois dans un secteur déjà fragilisé. Le 24 avril dernier, vous avez ouvert la conférence sur l'emploi et l'employabilité. Au moment de sa clôture par le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, un arrêté du ministre est apparu pour interdire toute parution ou diffusion à 381 médias. Nous vous demandons solennellement dans cette salle de surseoir à cette mesure qui renvoie toute une corporation dans le désarroi total, dans la mesure où la création de l'emploi commence par la préservation de l'existant d'abord. Après lui, les secrétaires généraux des autres centrales syndicales ont tour à tour exposé les doléances et revendications des travailleurs. Mody Guiro, secrétaire général de la CNTS, ne s'est pas limité à des généralités. Il a également pris la défense de la presse, interpellant les autorités. Il a appelé le pouvoir à considérer les médias comme étant un partenaire. Nous vous encourageons à poursuivre le dialogue et la concertation avec tous les segments de la société, y compris le secteur de la presse, qui est un pilier de la consolidation de notre démocratie. Car le dialogue, la concertation, la bonne information font jaillir la lumière. Et partout où il y a un déficit d'information, de dialogue, c'est la rumeur qui s'installe avant de céder la place à l'instabilité. Pendant ce temps, la signature du pacte de stabilité sociale est sujet de discussion également bénéfique pour le Sénégal selon Fodé Mané, député de PASTEF. Maître Salim Amadou Thiam est aussi favorable, mais le président du mouvement Nouveau Sénégal a émis quelques réserves concernant les impacts. Comme d'accoutumé, les syndicalistes rencontrent le président de la République. Et pour la signature de ce pacte, je pense que ça va être bénéfique pour le Sénégal, dans la mesure où ça va permettre un environnement des affaires beaucoup plus propice pour que chacun puisse œuvrer et travailler dans le sens de changer et de contribuer à la transformation systémique de ce pays. Parce que nous avons tous intérêt que les choses bougent dans ce pays-là. Le gouvernement est dans des dispositions avec une approche inclusive et participative. Les autres acteurs aussi, je pense qu'ils sont dans les mêmes dispositions. Je pense qu'il va de l'intérêt général du peuple. Le social était en ébullition, ça tout le monde l'a constaté, à cause des difficultés que les Sénégalais sont en train auxquelles les Sénégalais sont confrontés. Un pacte a été signé ce matin, on attend de voir. Moi, je suis de nature optimiste, mais je reste vigilant. Je suis vigilant et puis on attend de voir ce que ça va donner. À l'international, à présent, 5 jours avant le début du conclave, le Vatican a installé ce vendredi sur le toit de la chapelle Sixtine la fameuse cheminée qui émettra la fumée blanche, annonçant à l'issue du vote des cardinaux l'élection d'un nouveau pape. Les 252 cardinaux du monde entier ont été rappelés à Rome à la suite du décès du pape François, mort le 21 avril dernier.
Et puis, conflit dans l'est de la RDC, une nouvelle étape est attendue ce vendredi à Washington. Kinshasa et Kigali doivent soumettre un avant-projet d'accord de paix une semaine après la signature d'une déclaration de principe entre leur ministre des Affaires étrangères en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Il sevra les grands axes définis: souveraineté territoriale, lutte contre les groupes armés, un commerce des minerais, question des réfugiés, coopération régionale et rôle des forces internationales, notamment la MONUSCO. À la fin du processus, il est prévu au mois de juin prochain que les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame se rendent aux États-Unis pour la signature officielle de l'accord de paix autour du président Donald Trump. Et puis au Moyen-Orient, à présent, des membres de l'ONG Flottille de la Liberté accusent Israël d'avoir frappé un de leurs navires civils dans les eaux internationales au large de Malte dans la nuit du jeudi au vendredi 2 mai. Le bateau baptisé Conscience transportait de l'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza. Selon un communiqué du gouvernement maltais, 12 membres d'équipage et 4 passagers se trouvaient à bord. De son côté, l'ONG a déclaré qu'il y avait 30 militants sur le navire. Et puis en sport à présent, Louga, l'association des clubs amateurs hausse le temps. Réunis, les responsables de ces clubs ont renouvelé leur appel à une réforme de football de base à travers son coordinateur national. Le collectif a dénoncé notamment la marginalisation des clubs amateurs dans la gouvernance du foot sénégalais. À l'occasion de cette rencontre, nous avons mis en place un mémorandum qui a énuméré tous les points que nous avons estimé mettre sur place pour améliorer les conditions d'existence des clubs amateurs du Sénégal. D'abord, il y a les subventions qui étaient un peu dérisoires par rapport aux retombées de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, le remboursement des transports, le manque de formation des cadres, la détection des jeunes au niveau des régions, parce qu'il n'y en a plus, le transfert des joueurs amateurs vers les clubs professionnels du Sénégal. Donc, il y a des règlements qui ne sont pas respectés, des règlements qui ne sont pas encadrés. Et nous voulons des changements au niveau de la démarche, au niveau de la fédération, parce que la fédération, il se focalise beaucoup plus sur les équipes nationales que sur le football à la base. Et puis l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal affronte ce vendredi celle de l'Espagne en match comptant pour la première journée de la Coupe du Monde de la catégorie. La Coupe du Monde a démarré ce jeudi et se poursuivra jusqu'au 11 mai 2025 aux îles Seychelles, où les champions d'Afrique en titre sont arrivés depuis une dizaine de jours. Les Lions de plage ont battu les Italiens vendredi en match amical dans le cadre de la préparation. Après l'Espagne, les protégés de Ngalasila vont affronter Tahiti et le Chili. Et puis à Cannes U20, les Lionceaux aussi vont entrer en compétition ce vendredi pour ce qui est de la Cannes U20 qui se déroule en Égypte. Les partenaires de Serine Falludio vont affronter la Centrafrique cet après-midi à partir de 15h. En conférence de presse d'avant-match, Serine Saloudia a parlé d'un groupe assez relevé. Toutefois, il a confiance en ses joueurs. Regardez. Il faut dire que c'est une poule très relevée, très difficile, dans la mesure où c'est... Voilà, des équipes qui sont en constante évolution. Si on prend le Congo, on a joué 2 matchs amicaux il n'y a même pas un mois et demi, parce que le tir a été déjà fait, on a changé. Si on prend le Ghana, il y a 1 an et demi, on avait joué la finale, les demi-finales des Jeux africains. Donc c'est une équipe qui n'a pas beaucoup aussi changé. C'est juste la Centrafrique qu'on ne connaît pas très bien. Mais on sait, comme je l'ai dit tantôt, c'est une équipe qui est en train de très bien progresser. Nous sommes des compétiteurs et tout compétiteur qui va dans une compétition veut tout simplement la gagner. Et nous sommes là pour jouer et prendre du plaisir. Et Inch'Allah, nous demandons au beau Dieu de nous donner la victoire, que ce soit la victoire finale. L'analyse que je peux tirer, je peux dire que c'est un groupe qui est compliqué parce que vu actuellement le niveau du football africain, il y a plus de petites équipes, donc tous les matchs seront des finales. Et nous allons jouer tous nos matchs comme des finales. Et nous passons tout de suite à la revue de presse.
Bonjour, nombreux sont les journaux qui sont revenus sur la signature du pacte social en vue d'une stabilité en marge de la fête du travail. Trêve de grève selon Wolf Quotidien qui parle du pacte de stabilité sociale comme d'une très bonne nouvelle. Le journal rend ainsi compte de renforcer la paix sociale pour les 3 prochaines années. La satisfaction des différentes parties d'être arrivées à cet accord. Le journal cite par exemple le secrétaire général de la CNTS, Mody Guiro, qui évoque à ce propos un pacte, un tournant historique. Son Sud Quotidien qui cite Diomaye, chacune de vos attentes sera examinée avec la plus grande attention, a-t-il lancé, notamment aux représentants des travailleurs lors de la cérémonie de remise de leur cahier doléances. Le Soleil note que l'État, le patronat, les syndicats ont profité de la fête du travail le 1er mai pour signer une trêve sociale de 3 ans. Une signature de 1er mai affiche à ce sujet le journal toujours pour mieux mettre en exergue l'importance de cet accord. Le quotidien lui est d'avis que ce contrat moral va ramener le calme dans le monde du travail, d'autant plus que selon le journal, le chef de l'État a assuré aux syndicats que le gouvernement veillera au fonctionnement régulier des organes de pilotage et de suivi de la mise en œuvre du pacte de manière claire et sans équivoque. Selon enquête, malgré tout, les cœurs n'étaient pas à la fête lors du 1er mai. Le journal rappelle le calvaire des travailleurs licenciés se traduira notamment par de nombreuses difficultés comme des enfants déscolarisés et les loyers impayés. Selon la tribune, lors du rassemblement des centrales syndicales, les travailleurs licenciés habillés en rouge ont interrompu le ministre Abass Fall pendant qu'il tenait son discours. Ils ont déroulé un cercueil pour illustrer la mort de certains travailleurs licenciés et la cruauté de l'État. L'AS lui revient sur la journée mouvementée avec Abass Fall qui a essuyé des huées avec des travailleurs licenciés. Dans l'AS, c'est Sonko qui donne notamment des gages, mais les travailleurs licenciés ont brandi un cercueil. Même son de cloche pour le peuple quotidien. Selon le journal, Abass Fall hué et accueilli par un concert de casserole. Une humiliation jamais faite à un ministre du Travail. Selon le journal Le Peuple quotidien, au plan judiciaire, l'observateur lui revient sur la traque inédite. Selon le journal, la lettre accablante du premier président de la Cour des comptes au garde des Sceaux vers l'arrestation de certains ténors du Trésor révèle l'Obs. Dans les Échos, face aux commissions ad hoc chargées de les entendre, Ndeye Saly Diop et Moustapha Diop demandent tout sur le journal. L'ancien ministre de la Femme récuse toute responsabilité. Quant à Moustapha Diop, il parle d'accusations fausses. Dans les Échos, ce sont les partisans de Farba Ngom qui dénoncent un acharnement et une injustice. Face à la presse hier, ils ont indiqué que le juge n'avait aucune raison de refuser le cautionnement. Sa famille est harcelée, ses maisons fouillées, des filatures 24 heures sur 24, ses enfants traumatisés. Dans Vox Populi, c'est le ras-le-bol des amis et sympathisants de Farba Ngom. Trop c'est trop, ont-ils déclaré. En sport record sur le mondial de beach soccer, le Sénégal entre en lice aujourd'hui et fera face à l'Espagne. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, comme toujours, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.